On prend des populations pauvres réfugiées, on les met dans une école de code et on sort avec un taux de drop-out comme si c'était une école dans le 16e arrondissement. 2 millions de codeurs qui manquent dans le monde, c'est les chiffres d'Accenture l'année dernière. C'est là où j'ai découvert que les talents sont partout. C'est vraiment d'être le médecin sans frontières du code dans les camps de réfugiés. C'est là où d'ailleurs vous apprenez que l'innovation dans l'humanitaire est un sujet complexe. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous nous retrouvons autour de la table ronde de la boardroom de chez Daphne. À côté de moi, Shabir, qui est investisseur chez nous, que vous connaissez, et peut-être quelqu'un d'autre que vous connaissez aussi, qui s'appelle Sofiane Amar, un membre de la communauté que nous sommes ravis de vous faire découvrir. Salut à tous les deux. Bonjour Aurélie, bonjour à Shabir. On est ravis, Sofiane, de te retrouver ce matin, vraiment. Il fait pas très beau, on est à Paris. Sofiane est arrivé du sud en plus, il habite Marseille. Et bravo, merci à toi d'avoir bravé la pluie. Bon, il y a toujours de l'énergie positive à Paris, on va pas se le cacher. Exactement. Alors, on va commencer par te présenter, Sofiane, rapidement, on va essayer. Entrepreneur depuis plus de 20 ans, tu es ingénieur de formation, tu as été CTO, tu as co-créé et créé plusieurs entreprises dans les nouvelles tech, dont Softway, ISDNet, Altevia, B3G, Climat ou encore Virtual Scale. Tu es aussi business angel, tu investis dans les entreprises tech et contribues à la réussite d'entrepreneurs que tu admires depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, au-delà d'être un serial entrepreneur, tu es un homme qui a choisi de s'investir dans un projet social. Tu as créé Shams. Shams, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une ONG qui crée et anime des écoles de code, d'informatique et d'entrepreneuriat dans et à proximité des camps de réfugiés. Tu m'arrêtes ou tu nous arrêtes si on dit faux ou si on a manqué quelque chose. Vous êtes parfait. Et cette bascule d'entrepreneur tech à la création d'une ONG ne te vient pas comme ça. Tu n'as pas eu une illumination un matin en te levant. Tu as cette fibre et ce lien avec l'univers social depuis ton enfance ou ton adolescence. Tu avais créé l'association tunisienne de soutien à la famille, une association qui veut améliorer les conditions de vie de familles tunisiennes dans le besoin, et notamment en luttant contre l'abandon scolaire. Je l'arrête parce que sinon là on en a pour 3 heures. on va commencer parce qu'on a beaucoup de questions à te poser. Tu connais notre tagline, qui est également le titre de ce podcast, qui est Build a City for Good. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle exprime notre volonté de soutenir des initiatives et des entrepreneurs qui, grâce à la tech ou au digital, changent les usages, et tout ça dans le bon sens. Au regard de cette tagline, on comprend clairement pourquoi tu es là et pourquoi Shams s'y est mis à l'honneur. Mais avant de parler de cette belle initiative, est-ce que tu pourrais, peut-être brièvement, nous raconter ton parcours et comment tu es passé d'entrepreneur dans la tech à fondateur d'une ONG? Oui, merci en tout cas de cette magnifique présentation d'Aurélie. Le parcours, il démarre par un diplôme d'ingénieur en informatique assez simple et j'ai eu la chance à l'âge de 23 ans de faire partie d'une toute petite start-up dans l'entrepreneur. M'a permis d'avoir des parts dans des entreprises, qui était pour moi quelque chose d'assez impressionnant et une vraie découverte. Donc, à partir de ce moment, en fait, plein de paramètres changent en vous, puisque là, vous êtes à l'âge de 23 ans motivé différemment que par le salaire. Et j'ai embarqué petit à petit dans l'entrepreneuriat par cette vraiment initiative de l'entrepreneur qui m'a mis dans la boucle dès le départ. Et donc, j'ai ensuite eu la chance de faire d'autres entreprises, du coup, et cofonder, parfois associé, parfois directeur technique. Mais c'est surtout un événement dans ma vie qui a été important, je pense, dans mes choix. C'était la bascule de l'informatique au télécom dans les années 90, qui j'ai vu assez vite l'intérêt à l'époque des télécommunications et la cohérence d'Internet qui arrivait dans la tuyauterie assez vite, puisque au départ, j'étais développeur, ingénieur sur des cartes embarquées de télécommunications, et très vite, j'ai vu le tuyau arriver. Donc, je me suis mis à faire un peu d'apprentissage personnel. Et en fait, en arrivant dans l'univers des télécoms, j'ai poursuivi un peu une carrière d'entrepreneur.
Et alors, pourquoi arriver au social après la tech ? Je pense on vient d'une génération où ça fait une vingtaine d'années, on ne parlait pas de changement du monde. Donc aujourd'hui, depuis 6, 7, voire peut-être 8 ans, on entend parler beaucoup de changement de monde, de changement de paradigme. Et c'est vrai que ça concourait vers un sujet très personnel qui est arrivé dans les années 2001-2002, quand j'étais patron de Europe de Cable & Wireless sur toutes les équipes un peu services et ingénierie. Et en fait, je me suis engueulé avec le DRH qui voulait toujours des bac+5. Et j'ai remarqué assez vite que cette systématique un peu de recrutement me gênait un peu. Donc, au travers de cette engueulade, au vu de ma posture à l'époque, j'ai pu réussir à recruter 4 ou 5 profils, je ne me rappelle pas du nombre, de gens qui n'avaient pas de diplôme classique dans l'informatique ou dans les télécoms, et qui étaient plutôt des gens qui venaient du monde un peu IUT. Voilà. Et là, j'ai remarqué la méga motivation de ces gens-là. Et je pense que c'est là où j'ai découvert que les talents sont partout. Et en arrivant dans ce changement un peu de paradigme sociétal que je décrivais tout à l'heure, et dans une conjonction d'événements où un jour je me suis retrouvé à visiter un camp de réfugiés parce que j'étais à l'époque philanthrope de l'agence onusienne du Haut Commissariat des réfugiés, je me suis projeté assez vite pour dire, comme les talents sont partout et que j'ai réussi à les découvrir, ça fait une quinzaine d'années, puisque maintenant ils font partie des plus grandes entreprises françaises et ils sont ingénieurs, on peut aussi permettre à des réfugiés de devenir des talents de l'informatique ou des talents entrepreneurs tout court. Et qu'est-ce que tu faisais, juste parce que je pense que peut-être que tous les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément familier avec toutes les entreprises que tu as co-créées, rejoint. Que faisait Cable & Wireless du coup ? Alors Cable & Wireless, c'était dans les années 2000 le deuxième opérateur de télécommunications anglais, après British Telecom, qui a récemment été racheté par Vodafone et qui était un des acteurs majeurs, on va dire, de ce qu'avait comme ex-colonie anglaise la reine d'Angleterre. Donc ils étaient un peu partout dans le monde, ils étaient vraiment au Kenya, au Koweït, en Égypte, etc. Et en fait, Cable avait racheté entre autres la société dont j'étais associé et directeur des opérations à l'époque, ISDNet, et donc nous ont mis un peu dans le centre de l'Europe pour opérer et gérer un peu l'ensemble des services relatifs à l'infrastructure Internet, c'est-à-dire les data centers, la téléphonie sur IP, voilà. Donc les services d'entreprise, évidemment, à l'époque, Internet coûtait très cher, ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement. Donc Cable & Wireless était donc un très très important opérateur, hein. Je pense qu'on était plus de 120 000 personnes dans le monde. Tu m'étonnes qu'ils aient besoin de recruter sur des CV. Ouais. Voilà, je pense qu'il y avait une systémique de recrutement qui était, qui était, on va dire, challengeable et par le biais un peu je pense de ce que j'ai eu comme exercice aussi avant, j'ai vu des personnes évoluer qui n'avaient pas forcément le track record, on va dire, des grandes universités ou des grandes écoles. Dans moi-même, je suis issu, mais c'est pas une critique, mais je pense que l'époque actuelle a démontré aussi, avec toutes les écoles de code qui se sont créées, notamment l'école 42, que dans la motivation des personnes, on peut changer aussi, on peut être talentueux dans le code ou dans d'autres sujets, parce que c'est un sujet vraiment de charisme personnel, de psycho-émotionnel à rétablir. Et en fait, moi-même, en basculant de l'informatique au télécom, c'était dans les mêmes enjeux, puisqu'il fallait juste passer un an avec quelques nuits blanches derrière et être motivé pour le faire. C'est clair. Et on y reviendra sur l'école 42 et les autres modèles qui sont dans la même veine un peu que Shams. Mais tu nous disais, parce qu'on a préparé un peu, entre guillemets, ce call, enfin ce podcast par call. Et tu nous disais que tu avais rencontré des entrepreneurs aussi qui t'avaient un peu amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas dont tu avais beaucoup appris. Est-ce que c'était justement chez ISDNet ? Alors, c'était dès le départ, chez Softway, l'entrepreneur qui m'a fait connaître un peu
les principes qu'on connaît maintenant, qu'on enseigne à la fac ou aux universités. C'est l'entrepreneuriat, c'est la résilience, le risque, la démarche avec la vie avec le doute, l'argent qui est là, le cash is king, des sujets comme ça, et surtout la prise aussi de petits steps, de tests, de pilotage avec évidemment des possibilités d'échecs. Échec qui, quand tu sors d'une faculté avec un bac plus 5, c'est quand même la honte. Et donc à 23, 24 ans, on se retrouve dans une situation où on testait pas mal de produits, je développais pas mal à l'époque, et donc voilà, c'est les principes d'entrepreneuriat, c'est quand on va chez un client et que ça se passe pas forcément très bien, on n'est pas dans le système de la honte classique ou de la performance, mais dans le système de l'apprentissage. Et apprendre par ses erreurs. Et d'ailleurs, par exemple, un des sujets qu'on a pu co-développer avec toute une équipe d'ingénieurs dans une des sociétés qui s'appelait B3G Télécom à l'époque, qui faisait de la téléphonie sur IP dans le monde de l'entreprise, c'est recréer le téléphone pour les entreprises sans installation préalable de switch téléphonique et en passant par les technologies de l'Internet qui sont l'ADSL à l'époque. Et donc là aussi, on a pris plus de 2 ans à co-développer le produit avec une entreprise qui s'appelait à l'époque Sirpac, et avec évidemment des problèmes clients. Et en fait, cette agilité nous a permis, au bout de la 4e, 5e année, à commencer à vraiment à cruncher, à cranter un certain nombre de clients. Voilà, donc c'est vraiment cette chance d'avoir choisi cette petite entreprise au départ. Et ensuite, c'est vrai, YesDaNet, B3G ont emmené une vraie maturité du parcours. Il y avait une deuxième personne aussi qui t'avait inspiré. C'est vrai, alors récemment. Comme quoi, à tout âge. Non, mais on continue à être inspiré, on continue à... Ouais, je sais... Pardon, c'est pas... Non, pas du tout. J'écoutais une statistique, ça fait 2 semaines, je pense, sur... alors, je ne sais plus si c'est BFM ou un autre, qui disait que... Moi aussi, j'avais une petite impression que la majorité des start-upers des 10 dernières années ont une moyenne d'âge de 30-35 ans, mais les statistiques montrent que c'est plutôt entre 45 et 55. Donc, je pense que c'était intéressant. Alors, par cette trentaine d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat et de l'investissement, du coup, puisque dès la vente en 2000 d'YesDaNet, en fait, on se dit qu'on va... Comme dit Coluche, plus on joue, plus on gagne. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Hein. On pensait que c'était ça. Mais donc, j'ai investi pas mal. Et plus j'investissais, plus j'apprenais aussi le métier d'investissement. Et que les jeunes entrepreneurs, c'est quand même... Il y a beaucoup de philosophie, d'émotion, un peu de... Parfois qui pas très très bonne, mais parfois qui est super bonne. Et forcément, c'est pas des cours qu'on trouve à la fac. Ouais. Et donc, par ce biais de connaissances, j'ai été appelé en fin 2016 par Frédéric Chevalier, qui est l'entrepreneur qui avait réussi à l'époque une des plus belles boîtes françaises qui s'appelle Aiko, qui est dans le sud de la France, et qui a créé un projet autour d'un campus d'innovation dans le sud de la France, entre Aix et Marseille, qui a un magnifique site exceptionnel, en plein dans une forêt. Et en fait, il m'a appelé au travers d'un cabinet de recrutement et je l'ai rencontré. Et au bout de 5 minutes, voilà, c'est le passage un peu à l'acte, alors qu'il y avait d'autres concurrents à moi. Et en fait, je pense que c'est ce second entrepreneur qui m'a vraiment marqué aussi, c'est cette capacité évidemment à transcender un certain nombre de règles parfois. Bon, certes, il y a de la réussite et de l'échec, mais si on n'était pas comme ça, je pense que l'ère de l'Internet lui-même n'aurait pas été créée. Donc j'ai été vraiment inspiré par lui et il m'a donné la direction de l'accélérateur de start-up de The Camp. Donc j'ai vu là terminer un peu mon enjeu de business angel, d'investisseur et d'un regard sur des jeunes entrepreneurs. Des jeunes. Et en fait, on a créé vraiment un beau produit. Hein. Moi, je suis un homme produit, donc j'ai beaucoup eu la chance là aussi avec Frédéric. Alors malheureusement, il est décédé assez vite, mais on a pu poursuivre un peu
l'enjeu produit, pour créer au travers de The Camp une vraie dynamique internationale de start-up, puisque dans le sud de la France, on voulait aussi, au travers de ce campus d'innovation, créer vraiment un mixte de capter quelques start-up internationales pour leur vendre, entre autres, la qualité de vie dans le sud, ce que vendrait un Silicon Valley ou d'autres pour la qualité de vie aussi. Donc Frédéric a été un des vecteurs aussi d'inspiration et qui nous laisse toujours un peu infuser un peu cette inspiration pour les autres maintenant. Il prônait aussi beaucoup, tu nous avais dit, un monde plus inclusif et durable. Et ça aussi, ça t'a pas mal inspiré pour lancer Shams et pour te lancer aussi dans le projet Shams. C'est vrai, parce qu'en 2016, plus exactement, alors la synchronicité des événements fait qu'en 2016, je vais voir un camp de réfugiés, le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient à l'époque, qui s'appelle Zaatari encore, qui est un camp de réfugiés qui à peu près fait une dizaine de terrains de foot avec 100 000 personnes, donc c'est assez impressionnant. Et en fait, en le visitant, j'ai commencé effectivement à regarder qu'il y avait dans ces camps-là, il y a plein d'éléments de la pyramide de Maslow que vous allez trouver. C'est des petites écoles pour des enfants par l'UNICEF, vous allez trouver évidemment des hôpitaux, des terrains de foot, etc. Mais paradoxalement, au XXIe siècle, ils n'ont pas d'école de code. Et en fait, il y a la moitié de ces réfugiés sont moins de 25 ans et beaucoup ne font rien de leur journée. Donc, et c'est là où il n'y a rien de digital dans ces camps. Il n'y a absolument rien de digital. Absolument rien de digital. Il n'y a pas d'école digitale. Il n'y a pas de. Alors, c'est là où on se fait un petit tilt d'entrepreneuriat en disant c'est bizarre. Combien il y a de camps, et je commençais à travailler un peu mon analyse. Et quand j'ai rencontré Frédéric Chevalier, qui m'a présenté le campus d'innovation, il y avait une thématique dans le campus qui était on développe ce projet pour un monde plus inclusif et plus durable. Et alors là, je lui ai dit, mais intéressant, parce que moi, c'est vrai que changer un peu les règles des entreprises au-delà du RSE, c'est super intéressant, et c'est comme ça qu'on a vraiment aussi organisé un peu le campus. Et c'est là où ça a donné du sens encore à l'ONG, puisque je me suis dit, au-delà du mouvement de l'accélération de start-up, au-delà de la transmission qu'on peut faire à des entrepreneurs qui ont la chance d'être dans un monde occidental et on va dire entre guillemets à l'aise, même si on se plaint de temps en temps, pourquoi ne pas faire la même chose, mais pour d'autres qui n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est vrai que dans cette dimension de changement sociétal, moi-même qui venais d'un monde où plutôt les startups sont là pour changer leur propre monde, mais pas forcément, ou alors par l'usage, changer un peu l'usage technologique, changer un peu le monde des autres, mais cette rencontre aussi m'a permis d'aller dans ce sens-là d'une manière beaucoup plus forte. Et là, t'es en plein dans notre thèse. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que si on doit résumer, t'as autant d'expérience, enfin même t'as plus d'expérience entrepreneuriale que je n'ai de doigts. Mais que c'est surtout un peu cette conviction que le partage, et peut-être plus particulièrement le partage de compétences et d'expériences peut bouger des montagnes qui t'a poussé à créer Shams. Mais du coup, concrètement, pour qu'on ait un peu plus, qu'on donne plus de contexte aux gens, concrètement, qu'est-ce que c'est Shams ? Alors, c'est d'abord une énorme ambition. comme déjà, ça part bien. Généralement, ces meilleurs entrepreneurs, ils ont des ambitions. C'est une énorme ambition. C'est vraiment d'être le médecin sans frontières du code dans les camps de réfugiés, ce qui est quand même l'ambition sur laquelle on se porte un peu avec la petite équipe que nous sommes. Au travers de ça, on a commencé un premier pilote, puisqu'il faut démarrer toujours par tester un peu votre POC, comme disent les start-upers. C'est un pilote qu'on a fait l'année dernière à côté de ce camp de réfugiés. Et on a fait une école de code pour 30 étudiants, 50% femmes, 50% hommes. On a essayé de respecter cette parité, ce qui est pas évident dans les pays où vous avez aussi pas mal de réfugiés. Mais paradoxalement, là, on est en train de faire la présélection de 2 autres écoles, notamment la deuxième promotion de celle-là. On a beaucoup plus de demandes féminines cette année que masculines. Ouais, c'est génial, bon, ça. C'est bon, bah ouais. On a
plus de 65%. On a eu 620 applications cette année sur donc la deuxième promotion de la première école qu'on a créée l'année dernière. Et on ouvre une école à Amman, donc dans la capitale jordanienne. Là, c'est pas du tout dans le camp de réfugiés, mais plutôt on a analysé qu'il y avait des réfugiés urbains qui se déplacent. Et donc l'objectif, c'était aussi de donner l'opportunité à des réfugiés urbains. Et là, paradoxalement, sur les 620 applications qu'on a reçues, il y avait plus de 65% féminines. Donc c'est quand même super intéressant. Donc ça, c'est le pilote de l'année dernière. On a pu le financer grâce à un certain nombre d'entrepreneurs et de fondations, notamment la Fondation de France, qui a vraiment joué le jeu, et grâce avec un partenariat avec l'école Saint-Plan en France. Et on va entériner, on va dire 2020, on espère, si on arrive à bien financer nos opérations. C'est là où d'ailleurs vous apprenez que l'innovation dans l'humanitaire est un sujet complexe, qui n'est pas du tout dans l'innovation des startups que j'ai eu la chance d'accompagner. Globalement, vous connaissez bien le sujet. Quand vous avez une idée, un bon produit, un bon site, quelques prospects clients, etc., vous arrivez quand même à faire un peu de friends and family et peut-être ensuite un bon tour de seed. Dans l'humanitaire, on va dire, le marché du financement est hyper structurant sur pas beaucoup d'entrepreneuriat, mais plutôt des ONG avec un certain nombre d'assets existants. Donc c'est une industrie qui n'a, en termes de financement, je veux dire, qui n'a pas beaucoup évolué. Et quand je suis arrivé là-dedans en 2018, déjà j'ai passé plus d'1 an à convaincre l'Agence des Nations Unies de faire cette innovation. Parce que pour eux, alors on a eu beaucoup de stakeholders vraiment très intéressants et qui ont acté très vite le sujet. Et ensuite, sur le financement, il fallait être innovant parce que tu vas avec ton dossier à 3 fondations, ils me disent c'est gentil, mais en fait, t'es petit, nous, amène un bilan où il y a déjà 1 million d'euros de budget. Ouais, mais sauf que là, c'est une innovation. Donc, je pense que voilà, l'ambition, elle est là. On a fait un pilote. Là, cette année, on compte faire 2 autres écoles. Et tout l'enjeu pour nous, on l'a assez vite remarqué là aussi, c'est que les donateurs s'intéressent, c'est vrai, à financer l'éducation, mais s'intéressent surtout de voir si ces réfugiés ou si cette population vulnérable vont travailler après. Parce que c'est bien de leur faire des écoles, mais en fait... Et donc là, notre step de 2021, c'est vraiment de nouer des partenariats avec des entreprises dans le monde, en Europe, en France, on espère, pour faire de l'employabilité un vrai sujet de Shams aussi, parfois en remote. Bon, maintenant, le contexte peut s'y prêter, mais avec toute une dimension linguistique qu'on doit intégrer, qui peut être l'anglais, qui peut être le français. On travaille avec l'ambassade de France en Jordanie sur la francophonie. Il y a des budgets français assez importants. Donc là-dessus, on va dire, on améliore notre produit au quotidien. Et on a un autre projet au Kenya, donc dans un des plus grands camps du monde, qui s'appelle Dadaab, qui est un camp difficile, mais sur lequel les gestionnaires, on va dire, les opérationnels du camp sont hyper intéressés d'acter avec nous cette innovation. Et donc, tout le processus maintenant, c'est de lever l'argent école par école, avec parfois des fondations, avec des entrepreneurs, avec des philanthropes, et montrer qu'une école les talents peuvent être aussi dans des camps de réfugiés. C'est vraiment cette innovation qu'on souhaite porter. Vas-y, tu veux continuer ? Vas-y. Je poserai ma question après. Et on peut donner peut-être un peu de contexte là-dessus, puisque c'est vraiment la situation des réfugiés dans le monde, elle n'est pas du tout marginale. Je ne sais pas si tu as quelques chiffres à me donner, mais nous, on avait noté, dans un article que tu avais d'ailleurs écrit, que je vous invite à lire sur le LinkedIn de Sofiane, que tu avais déjà rien que 70 millions de personnes qui avaient été obligées de changer, de quitter leur pays, rien que pour des crises géopolitiques. Oui, je pense que difficile aujourd'hui, dans le temps particulièrement du Covid, de sensibiliser nous autres, tous Européens, un peu de ce qui se passe loin. C'est vraiment très difficile parce qu'on a un quotidien déjà assez chargé. Mais en fait, c'est vrai que je l'ai écrit dans la dernière tribune, avant on pensait que le problème des réfugiés est un problème conjoncturel, ça va passer, ça prend 10 ans, 15 ans, après les guerres vont finir et on passe à autre chose.
je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un tout petit peu pessimiste malheureusement sur les réfugiés dits climatiques. Et toutes les prévisions du GIEC ou d'autres organismes tout à fait sérieux démontrent que les déplacés internes, qui sont considérés aussi comme réfugiés, c'est-à-dire tu pars d'Amsterdam à Anvers ou de Paris à Marseille. Bon, on vous recevra à Marseille avec plaisir. Hein, si vous avez un problème à Paris, avec grand plaisir. Mais en fait, sur les 70 millions, alors déjà c'est un chiffre plutôt de 80 millions, aujourd'hui, à l'instant où on parle, dans les chiffres de fin 2019 en tout cas. Ce qui nous a, intéressés, c'est de dire, les projections de 10-15 ans, on parle entre 180 millions et plus d'1 milliard. Bon, j'ai écouté, j'ai regardé un peu les différentes projections, c'est assez impressionnant, puisque la montée des eaux peut provoquer des sujets qui nous touchent nous tous, du coup, qui ne sont pas ni en Syrie ni en Jordanie, mais qui sont à New York ou à Marseille. Donc, qu'est-ce qu'un réfugié de demain ? Ça peut être une histoire assez banale, en fait, de nous tous, quelque part. Et comment le digital et le code et l'entrepreneuriat peut impulser dans ce déplacement un peu de notre zone de confort ou de notre région, je pense qu'aujourd'hui, le digital est un élément clé de vie, quelque part. On peut monter son entreprise, on peut créer de la valeur, on peut être un ténor d'une voix sur un YouTuber, etc. Donc en fait, quelque part, c'est le sujet qu'on porte, c'est vraiment d'être, si on est dans un camp de réfugiés ou si on est dans une ville qui n'est pas notre ville, parce qu'à la montée des eaux, on a dû se déplacer à 500 km. Les pauvres du Maldives, comment ils vont faire ? En fait, l'un des éléments clés, c'est de créer ce type d'école avec la formation, et on espère aussi embarquer quelques entreprises. Mais alors, particulièrement dans ce chiffre, aujourd'hui, nous, on s'est intéressé à la tranche des 16, 17, 30 ans, qui, en fait, au-delà des écoles de l'UNICEF qui existent dans ces camps-là, qui donc s'arrêtent à la secondaire, qu'en fait, après, il n'y a pas d'accès à l'université facile. Donc, il y a moins de 3% des 7,7 millions de ces fameux 80 millions. Donc, il y a à peu près 10% de réfugiés qui sont tout à fait éligibles à aller dans les grandes écoles ou dans les universités, qui n'y vont pas. Et c'est cette cible-là qu'on essaie de travailler, cette ambition, pour dire que nous, à la différence de pas mal d'ONG qui ont utilisé des réfugiés divers et variés pour, je dirais, des jobs peu payants. Nous, notre stratégie, c'était de dire, en fait, comme les talents sont partout, on souhaite travailler sur un cursus pédagogique qui ramènerait un certain nombre d'étudiants à un très bon niveau de code au vu du marché quand même du code, même si d'ailleurs il y a 2 millions de codeurs qui manquent dans le monde, c'est les chiffres d'Accenture l'année dernière. On pense qu'il y a quand même des vrais talents là-dessus. Donc en fait, c'est du low volume. Et c'est du high touch parce qu'en fait, si on arrive à faire 10 000 codeurs, on sait qu'on impacterait des centaines de milliers de personnes, voire des millions, puisque la valeur salaire ou la valeur entrepreneuriale qui sera créée au travers de ces jeunes étudiants sera très importante à un certain moment. On voulait, ce qui était intéressant de savoir aussi, Sofiane, c'était si tu avais des anecdotes par rapport à tes voyages, à tes différentes visites dans les camps de réfugiés. Alors, une des anecdotes vraiment qui m'a touché personnellement, c'était quand on a fait le premier Call for Application de notre première école de code. On avait mis des règles, comme dans tous les Call for Application, d'âge notamment et de parité homme-femme. Et en fait, on a mis une règle qui est on accepte de 17 à 30 ans. Et on a eu un Syrien réfugié dans le camp de Zaatari qui avait 16 ans, qui a soumis et qui évidemment n'a pas été accepté par l'équipe locale. Et en fait, il est vraiment solaire, ce garçon, dans son image, dans ses photos, parce qu'on a fait un article du coup sur lui avec le HCR. Et il a cassé toutes les portes comme si c'était un tout petit entrepreneur pour rentrer dans cette promotion. Il a fait des mails partout, il a appelé tout le monde. Et je ne sais pas comment il est arrivé à mon mail à moi. Et il m'a fait un mail en arabe suffisamment sophistiqué pour que je signe et j'appelle l'équipe locale pour lui dire non, il faut absolument rentrer, même si c'est 16 ans, c'est pas très grave. Et c'est une vraiment des anecdotes qui m'a le plus touché. Bon, après, c'est vrai que la Jordanie est un pays où l'écosystème humanitaire est extrêmement bien développé.
Et nous avons eu à connaître aussi un certain écosystème, notamment des entreprises françaises comme Orange, qui opèrent localement et avec laquelle on a travaillé activement sur même parfois des sujets de manque d'Internet dans les camps de réfugiés. Donc c'était vraiment très, très touchant là aussi, la réaction un peu des entreprises là-dessus. Et là, c'est vrai que depuis le début du podcast, on a quand même en tout cas le vocabulaire du non lucratif. Nous, tu vois, chez Daphni, on a notamment soutenu une initiative qui fait écho un peu à Shams, qui s'appelle Holberton School, qui est plus de l'ordre du business, puisqu'on a décidé de les financer avec notre fonds. Est-ce que tu penses qu'on s'est trompé, que ces initiatives font fausse route et que leur business model est voué à l'échec, ou alors est-ce qu'elles ont tout bon? Je pense que d'abord, je suis content qu'on a investi puisque je suis actionnaire de Daphni, donc ça tombe bien. Je pense que le marché un peu du coding en général, c'est-à-dire ce marché qui parallélise un peu ce que sortirait un computer science en termes d'ingénieur, est un marché quand même assez jeune. Il doit avoir un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'est un marché qui représente très peu en termes de chiffre d'affaires, aux alentours d'un 1,5 milliard, 1,5 milliard, alors que le marché global de l'éducation, il est de un peu plus de 200 milliards. Donc il y a quand même une maturité qui est à explorer. Et toutes les initiatives sont bonnes. C'est de l'entrepreneuriat. Donc des Holberton ou des Lambda ou beaucoup d'écoles de code comme Wild ou comme Simplan, je pense que qu'on rentre gratuitement ou qu'on paye, il faut explorer tout ça. Surtout, moi, je le vois dans le cadre de l'employabilité, puisqu'on voit quand même que un peu plus de 50% de la réussite de ces écoles permettent d'être recrutés, ce qui est quand même un enjeu majeur, et c'est pas de l'école de code pour prendre 7 mois ou 8 mois de revenus. Donc, la part de réussite étant pertinente pour la transmission, pour les étudiants, ce qui est quand même l'objectif majeur. Qu'on y trouve des modèles économiques rentables ou des modèles d'ONG, je pense que tout est bon à prendre à ce stade. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a une stratégie purement ONG. Moi, dès le départ, j'ai dit qu'en fait, par rapport à l'audience des réfugiés, il ne faut pas démarrer par un business. Il faut d'abord quantifier, comprendre les datas, vérifier que l'audience est bien dans un psycho-émotionnel, quel est le parcours pédagogique, etc. Donc on y travaille au quotidien, hein, c'est pas quelque chose. Si ça a été simple, beaucoup d'institutions l'auraient fait dès le départ. Donc là, on est dans des années où on va apprendre, quand on se déplace, en cas de guerre, en cas de réfugiés climatiques, quel est le meilleur parcours pédagogique? Soft skills, inspiration, hard skills, etc. Mais par rapport à ça, on a signé l'année dernière, en décembre, un programme avec l'école 42 pour créer un campus pareil, dans un mode totalement non-profit, puisque 42 ne fait que du non-profit, pour lancer un campus important sur 3 ans à Amman, avec des réfugiés urbains, du coup, qui se déplaceraient de quelques camps de réfugiés en Jordanie, et qui viendraient à cause de la qualité, évidemment, du parcours 42. Et en fait, on a adossé ce programme-là avec une entreprise sociale pour recruter une partie de ces réfugiés à l'issue des 2 ou 3 années de formation de l'école 42. Cette entreprise, on pense qu'elle va onboarder des spécialistes du digital qui, pour le pays en local ou pour quelques sociétés à l'international, peuvent être pertinentes sur le marché. Et donc, cette entreprise sera une entreprise avec un ROI derrière, avec un modèle. Et l'idée, c'est que cette entreprise, en partie, finance, au bout de la 4e ou 5e année, les opérations de l'école. Donc, en fait, c'est aussi de montrer aux philanthropes qu'on souhaite aborder dans un certain nombre d'écoles un équilibre financier pour ne pas systématiquement demander de l'argent aux donateurs.
Donc je pense que là-dessus, il faut être ouvert et toutes les initiatives sont bonnes et qu'ils soient... Quand elles amènent à l'employabilité. Voilà, l'employabilité est Ouais. un vrai sujet et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois un acteur américain qui est assez connu dans le monde des écoles de code qui s'appelle Hack Reactor, bon, bien avant Holberton, et je pense qu'Holberton a bénéficié aussi de cette alchimie un peu du parcours pédagogique entre mentorship, inspiration, etc. Hack Reactor, où on voit vraiment le taux de réussite sur des bootstraps très courts en termes de temps, un peu moins d'1 an, et leurs codeurs sont un peu partout dans les meilleures sociétés de la Silicon Valley. Donc je pense que c'est vraiment, même s'il faut payer, même s'il y a une rentabilité économique, je suis ravi qu'on ait investi dans Holberton. Et tu le dis, c'est que le début, c'est le démarrage de toute cette ère là, des écoles de code et de ces formations. Et tu dis aussi, tu nous as dit une phrase qu'on aime beaucoup, quand tu es suivi dans la tech, ça devient un business. Ouais. Et non, mais c'est vrai, là, ça foisonne un petit peu et ça veut dire qu'il y a de quoi faire en tout cas. C'est clair. Donc, on a eu peut-être un peu les retours sur... donc, vous avez ouvert les premières écoles, vous avez eu des retours des premiers étudiants, j'imagine. Est-ce que il y a des choses, toi, où tu as été déçu, il y a des choses qui ont marché, qui ont moins marché. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, par rapport aux boîtes que tu as montées, là, c'est quoi la différence un petit peu, toi ? Comment tu vis, en fait, cette expérience ? Le temps est un vecteur important dans l'entrepreneuriat et selon un peu les règles dites de momentum un peu de votre produit, c'est là où on sent qu'il y a un marché qui bouge, qu'on peut développer quelque chose avec une ambition ou une vision. Et je pense que là-dessus, on est pareil ici, c'est-à-dire que le pilote qu'on a fait nous a appris beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas du tout déçu, je suis surtout très content que le pari qu'on a pris dès le départ était de dire déjà qu'ils vont finir leurs études et qu'il va y avoir un drop-out raisonnablement faible, comme dans toute l'école de code européenne. Et on a eu 30% de drop-out, ce qui est l'équivalent de ce qu'on fait dans des écoles européennes. Donc, on prend des populations pauvres réfugiées, on les met dans une école de code et on sort avec un taux de drop-out comme si c'était une école dans le 16e arrondissement. C'est quand même, déjà, je suis très content de ce pari. Après, comme dans tout parcours pédagogique, on a appris et maintenant, il va falloir doser plein de nouveaux éléments qui nous permettraient de calibrer un peu plus la notion d'employabilité, notamment, par exemple, on a rajouté à cette première promotion des soft skills relatives à comment travailler en distance pour ne pas déprimer. Travailler à distance, c'est bien, mais en fait, quand vous êtes dans un camp de réfugiés et travailler avec une boîte en France, si vous êtes tout seul, c'est sympa pour faire 3-4 mois, mais après, on peut assez vite aussi... donc, il fallait travailler un peu ce côté... quelle est la meilleure sauce qu'il doit prendre sur un parcours d'employabilité en remote. Le côté linguistique est un point fort aussi. Dans les camps de réfugiés, il faut aussi se dire que parfois, on n'a pas un niveau d'anglais satisfaisant. Donc, on va améliorer ce côté-là dans nos prochaines écoles. Ou le français d'ailleurs, parce que moi, j'ai plus de demandes de sociétés françaises qui pourraient rentrer dans le jeu d'employer des réfugiés à distance s'ils parlent français. Évidemment, ça peut être un des sujets à développer. Donc ça, c'est vraiment de l'amélioration constante qu'il faut qu'on y travaille. On va rajouter aussi un jeu d'inspiration de quelques entrepreneurs qui viendraient avec plaisir en mode pro bono pour vraiment inspirer ces populations. Un expert dans le digital marketing, un expert dans l'empowerment, un expert dans Google Analytics, qui ne font pas partie des cours qu'on octroie, mais qui permettent aussi... à ces jeunes étudiants d'apprendre un peu le niveau du marché. Donc là, de nos premières expériences, ça nous pousse à continuer. Voilà, c'est évident, c'est vraiment maintenant il faut améliorer et trouver le bon circuit de financement de ce genre d'éducation qui est au départ en mode non-profit. Ça nous amène à notre question. Comment, si on avait un appel à faire à nos auditeurs, de quoi aurais-tu besoin aujourd'hui pour t'aider ? Comment on peut t'aider ? Alors, j'ai eu la chance de faire ce premier pilote l'année dernière avec pas mal d'entrepreneurs
qui ont vraiment apprécié ce sujet et qui nous ont été les premiers donateurs. Je pense qu'on est encore en 2020 et probablement une partie de 2021 dans une approche de scale de nos opérations, de scale-up pour créer d'autres écoles. On n'a pas encore la dimension d'aller affronter des grosses fondations philanthropiques type Bill and Melinda Gates ou type d'autres fondations. Et c'est vrai que je peux faire un appel aux entrepreneurs pour nous soutenir. D'abord pour nous soutenir par du budget, qui peut être, on a eu des budgets minimes, mais qui sont importants pour nous. Évidemment, une petite ONG française qui veut faire du MSF, il faut se lever de bonne heure. Donc, premier niveau, c'est vraiment nous aider à créer ces écoles-là. Mettre leur nom, mettre vraiment leur cachet là-dessus. On est tout à fait intéressé de rencontrer des entrepreneurs là-dessus et de fabriquer ce MSF français. Les Français ont quand même réussi à créer vraiment des ONG très innovantes. Si vous prenez, alors je parlais d'MSF, mais je parle de Bibliothèques sans frontières, qui est quand même une ONG mondiale aujourd'hui. Donc on a ce vecteur qu'on a pu créer, créons-le ensemble par des entrepreneurs, le MSF du Code. Le deuxième sujet, c'est que ces mêmes entrepreneurs peuvent nous ouvrir leurs entreprises pour avoir des stages à distance pour ces réfugiés. Voilà, c'est les deux sujets qui peuvent vraiment aujourd'hui nous permettre d'atteindre cette ambition. N'hésitez pas à nous écrire ou à écrire à Sofiane Amar directement. Avant de finir, Sofiane, parce qu'on est bientôt à la fin du timing, on a quelques questions à te poser. Et pour finir, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la dernière innovation tech qui t'a marqué ? Dernière innovation tech qui m'a marqué dans les dernières années. Ça peut être à part Google, tu veux dire? Non, en pure tech, j'étais assez impressionné. Je pense à une époque quand j'ai monté Virtual Scale, j'étais assez impressionné par ce qu'on appelle les DMP à l'époque, qui donc les plateformes de courtage et de trading de ads sur Internet, même si sur mon Mac, il y a des ad bloqueurs pour ne pas avoir de pub. Mais en termes de technologie, ces plateformes étaient assez impressionnantes puisqu'on arrive à envoyer, on va dire, en temps réel sur des annonceurs et des éditeurs sur le bon device avec la bonne pub et avec le bon prix. Et je trouvais que c'est une belle innovation de temps réel. Et comme je faisais à l'époque de la programmation de cartes embarquées, le temps réel était pour moi une petite valeur sympathique, on va dire émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment les DMP, Data Management Platform. Je trouve que c'est... Alors, ça remonte pas à 5 ans. J'ai l'impression que ça remonte à 7-8 ans, mais voilà. On était notamment investisseur avec le groupe Daphni, si on peut l'entendre en ce sens-là. Parce que Jaina est investisseur chez MediaRhythmix. D'accord. Qui est un acteur majeur. Des DMP, exactement. Et une autre question. Quelle est la prochaine personne qu'on doit absolument interviewer sur ce podcast ? Qui fait partie de la communauté Daphni. Frédéric Potter. Qui au demeurant a lancé une fondation dans l'éducation, d'après ce que j'ai compris aussi. On va lancer l'invitation, exactement. Quelqu'un qui t'inspire, tu nous as parlé de 2 personnes au cours de ton parcours et de ton expérience. Quelqu'un d'autre qui t'inspire Écoute, dans l'humanitaire, j'ai écouté quelques vidéos et podcasts de l'ancien président d'MSF, Romy Broman, qui a vraiment alors je pense qu'il n'était pas l'un des cofondateurs, mais qui est un des pionniers de l'organisation, et son parcours et son combat m'inspirent beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui. Enfin. Bon, là, la dernière question, on échange les rôles. La question qui tue. La question qui tue. Tu as le droit de poser une question à Daphni. C'est toi qui prends les manettes du podcast. Oh là. Est-ce que tu veux poser une question à quelqu'un de l'équipe si tu aimerais savoir quelque chose?
Non, qu'est-ce qu'on peut poser comme question à Daphne, l'équipe Daphne Ouais. Quand est-ce qu'on fait un méga event de danse dans le sud de la France? À The Camp ou ailleurs? Non, ailleurs, parce que je pense que The Camp n'est pas adapté. Quoique, oui, si, dans le théâtre extérieur. Ouais, voilà. Mais bon, quand le Covid nous le permettra. Quand le Covid nous permettra, et quand est-ce que Daphne va nous organiser un méga event avec tous les entrepreneurs de Daphne C'est vrai, en plus, on était dessus. En juin, on devait faire un super dîner de gala avec tous les entrepreneurs du portefeuille et les membres de la communauté. D'accord. Covid est passé par là. On fait aussi une grande fête tous les juillet, début juillet, avec toutes les boîtes du portefeuille. Pareil, on a tous les employés, on est 500, 600. D'accord. Et ça aussi, c'est tombé à l'eau. Donc dès que le Covid nous permet, on fait une grande teuf et on se retrouve tous. Saut 2020, cette phrase. Saut 2020, c'est vrai. Bref, pour terminer, on a bien compris. Shams, tu l'as dit, le médecin sans frontières du code, le futur médecin sans frontières du code. Et n'oubliez pas, les talents sont partout. Ça, c'est aussi un message qu'on a retenu. Un grand merci, Sofiane, pour ton temps. Merci à vous. Et encore des échanges passionnants. Encore un membre de la communauté qui nous aide tous les jours à investir dans les meilleurs entrepreneurs et à aider les boîtes du portefeuille. Merci aussi à Sophie qui est chez nous, qui participe grandement à la préparation de l'émission. Et n'hésitez pas à aller voir Shams sur leur site internet www.shamsngo.org ou bien contacter Sofiane Amar sur son LinkedIn, Amar, A2MAR. Voilà, merci à tous, à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup, salut! Au revoir.